Bien, on va commencer du coup. Vous avez tous pu finir la visite. Certains d'entre vous, sans doute, sont passés dans la petite salle pour voir l'exposition des étudiants et peut-être faire l'expérience de ce petit outil là, numérique avec les tablettes que certains ont fait. Peut-être je peux vous demander combien ont pu participer à cette expérience-là, si vous voulez lever la main. Quelques-uns, quelques-unes. Avec les étudiantes qui vous ont... Ah ouais, quand même, une bonne douzaine, quinzaine. Super. Bon, merci beaucoup. On a une petite heure devant nous pour continuer la discussion. Voilà, sur tous les sujets que vous voudrez traiter. Parce qu'en fait, on est dans un cadre d'un débat public qui est assez global. Donc moi, je vais simplement vous présenter qu'est-ce que c'est que ce débat public, à quoi il sert. Je m'appelle Étienne Balland, je suis sociologue urbaniste, je travaille à Marseille et je coordonne l'organisation en fait, de ce débat pour la façade méditerranéenne, c'est-à-dire les trois régions, Corse bien sûr, commencer par là, Occitanie et la région PACA. Okay, donc on est dans le même bateau, si j'ose dire, nos trois régions ensemble, sur cette planification maritime. Alors, c'est toi qui fais? Ouais. J'ai une petite diapo, voilà, super. Donc, qui sommes-nous? On est une autorité administrative indépendante. Je ne sais pas, alors, pareil, je vais bien refaire un petit sondage. Qui c'est qui connaissait la CNDP avant de venir cet après-midi? La Commission nationale du débat public. Vous avez le droit de ne pas la connaître, hein? Ah si, quand même. Une personne là, deux personnes. Ah là, on explose trois. Oui, mais trois messages de... Voilà, oui, mais vous avez des liens. Bon, en tout cas, on vient de faire exploser notre taux de notoriété parce qu'on n'est pas très connu, c'est vrai. On est une autorité indépendante qui sert à une chose qui va peut-être vous paraître un peu évidente, mais qui sert en fait à faire exister la démocratie dans laquelle on vit, c'est-à-dire faire en sorte que le public soit consulté avant qu'une décision importante soit prise, et notamment qui aura un impact sur l'environnement. Donc dès qu'une décision a un impact sur l'environnement potentiel, eh bien, il y a une obligation de consulter le public et de débattre avec le public. Et nous, on sert à ça. Et ce droit que vous avez, qu'on a tous, hein, c'est chaque personne, à pouvoir être informé et contribuer à l'élaboration de la décision, c'est-à-dire être vraiment actif dans cette décision publique, c'est un droit qui est garanti par la Constitution. C'est l'article 7 de la Charte de l'environnement. Là aussi, il n'est pas très connu, mais vraiment, c'est un article formidable. Vous me direz, c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est à cause de lui. S'il n'y avait pas cet article, on ne serait pas là. Il est très clair, il est constitutionnel et il dit que voilà, on a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l'environnement. Donc voilà, c'est un texte vraiment un texte démocratique, tout simplement. Alors concrètement, nous on veille donc à ce respect. On ne donne pas d'avis sur le fond, on est là pour organiser le débat. Donc notre job, ça a été d'organiser et de faire en sorte que nous soyons tous ensemble dans cette salle et pendant toute l'escale en Corse dont on va parler après, qu'on puisse à plein de moments proposer d'avoir des temps d'échange et de débat sur les sujets qui nous intéressent. Si tu peux passer à la diapo suivante. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez compris, on organise le débat, donc nous, on ne sommes pas experts, on ne donne pas d'avis sur le fond à la fin. On fait un compte-rendu. Si vous avez des questions là-dessus, je serai ravi d'y répondre après. Le débat, il se déroule sur, en même temps, les 4 façades. D'accord ? C'est un seul débat, mais qui va donner lieu à la fin à des décisions. Et ces décisions, ce seront les documents stratégiques de façade. Je pense que Marion en parlera aussi tout à l'heure. Les documents qui planifient l'avenir de la mer et des littoraux. Hein, tout ce qui se passe en mer et tout ce qui se passe sur la côte. Donc vous voyez, on est, voilà, la Corse est là, tout va bien, et on a, nous, Méditerranée, on a le littoral le plus long des 4 façades. Donc on est très fiers, ça ne change rien, mais on a 2000 et quelques kilomètres de façades et de côtes. Et donc ça veut dire qu'on va devoir aller proposer à toute personne qui habite là, ou même qui n'habite pas là, mais qui se sent intéressée par les questions de la mer, de pouvoir venir et participer au débat. Si on passe à la diapo suivante, pareil, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors là, on a remis à l'écran l'expérience dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire ce petit outil qui est vraiment fait de façon la plus simple possible pour que vous rentriez dans les sujets du débat. Ils sont assez nombreux, hein, et vous avez vu pour ceux qui l'ont fait. Ça vous a plu ou pas d'ailleurs, ceux qui l'ont fait? C'était intéressant? Ouais, super. Et donc c'est une façon assez simple de réagir à des propos qui sont tenus ou qui pourraient être tenus, et de faire votre avis finalement. Vous choisissez vos thèmes, vous choisissez un peu la façon dont vous allez circuler entre ces différentes opinions, différents arguments, et comme ça vous construisez votre opinion. Vous pouvez le faire à tête reposée quand vous voulez. Vous pouvez le faire une première fois, pas aller au bout si vous n'avez pas envie. La fois d'après, vous irez au bout. C'est vraiment très libre. Et vous pouvez aussi le conseiller à plein de gens autour de vous. Concrètement, ce n'est pas que ça le débat public. Les modalités de débat, il y en a beaucoup.
Donc, vous avez en ligne aussi la possibilité de poser des questions, la possibilité de faire des propositions sur la plateforme du débat, d'accord ? Et demain, vous avez encore la dernière étape de notre escale en Corse. Et cette étape, je voudrais juste en dire 2 mots parce qu'on aimerait beaucoup, si ça vous intéresse, vous y voir à nouveau. Demain matin, à partir de 9h30, c'est un ciné-débat sur le film, et ça y est, le titre du film, Au nom de la mer, merci Anthony, avec les réalisateurs du film qui seront là. Ça se passe au Ciné Studio à Bastia. Ça, c'est à 9h30. Le film commence à 10h, mais bon, soyez là un peu en avance. Et on a ensuite le débat entre 11h et midi. C'est un très beau film qui parle à la fois de l'état de la mer, de ce qu'il en est, mais aussi de la façon dont on s'en préoccupe et on s'en occupe. Et un certain nombre d'acteurs, de spécialistes ou associatifs s'en occupent. Donc c'est vraiment un film très riche, très intéressant, avec beaucoup d'acteurs corses d'ailleurs qui sont interviewés dans le film. À partir de 14h, on vous propose un rendez-vous important qui est vraiment la synthèse et la discussion sur des sujets un peu plus précis qui nous ont semblé être, en discutant avec beaucoup d'acteurs de la région de Bastia, qui nous ont semblé être les thèmes vraiment un peu clés aujourd'hui pour l'avenir de la mer ici. D'accord ? Il y a les questions de qualité des eaux et de l'impact de l'eau douce. Il y a les questions d'air marine protégée, de la protection de la biodiversité. Il y a les questions de la Posidonie. Et enfin, le dernier, le climat. Merci beaucoup. La question de l'évolution du climat et le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il change dès aujourd'hui à l'état de la mer, à ce qu'on peut y faire et à l'avenir aussi. Et on parlera du régime des vents, on parlera du trait de côte, on parlera de la submersion marine, enfin tous sujets qui sont des sujets extrêmement importants liés au réchauffement climatique. Moi, j'ai fini pour ma présentation un peu générale. Je voulais quand même, pour finir cette petite introduction, remercier beaucoup tous les gens qui ont permis qu'on puisse se voir cet après-midi et vous donner la possibilité de visiter Stella Mar. Donc, à commencer par Stella Mar, merci beaucoup de votre accueil et des moyens mis à disposition pour qu'on comprenne un projet qui est à la fois complexe mais qui est très, très enthousiasmant. Une chose importante, merci à vous, mais aussi aux deux personnes, je crois qu'elles ne sont peut-être pas dans la salle, Johanna et Francesca, qui je crois sont parties, mais qui ont été très... En tout cas, moi j'étais avec Johanna, je crois, ça s'est très bien passé. Pareil aussi pour le deuxième groupe, je crois. Donc merci beaucoup pour votre accueil. Nos étudiants de Corté, l'université de Corté, qui sont impliqués depuis déjà pas mal de temps sur toute cette histoire, qui ont été très actifs, donc Élise, Marine et Charline. Merci beaucoup parce que vous avez mis beaucoup d'énergie et que c'est vraiment très chouette de vous avoir avec nous et que vous ayez autant pris part dans le dispositif. Donc merci vraiment. Le secrétariat général du débat, Mathilde, Magali et Sébastien qui ont rendu tout ça possible. Et puis pour finir, je voulais donner la parole au CCAS parce que finalement c'est aussi dans l'échange avec vous qu'on a organisé ce petit moment. Donc monsieur, est-ce que vous voulez bien prendre quelques mots et nous dire d'abord ce que vous faites et pourquoi ça vous a intéressé de participer à ça. Donc nous, le CCAS, la mairie de Bastia, donc moi je coordonne le projet d'animation des seniors bastiais. Donc nous avons 2 structures sur Bastia où nous accueillons des seniors toute l'année dans le cadre du projet Bien Vieillir qui est coordonné au niveau national, Bien Vieillir, et qui est relayé par la collectivité de Corse. Donc voilà, nous répondons à un appel à projet par rapport à ce dispositif. Et au-delà de ce projet, de ce dispositif qui est quand même proposant des activités aux seniors bastiais, qui est quand même très chargé, nous avons dans notre projet de nous ouvrir aussi sur tout ce qui se fait, sur tout l'existant. Ça commence par les autres services de la ville, parce qu'on n'a pas cette compétence services culturels, politique de la ville. Et moi, j'étais ravi de votre démarche parce que ça s'inscrit vraiment dans notre esprit d'essayer d'accompagner nos seniors et au-delà de nos murs, de faire des rencontres, de belles rencontres et de sortir, de ne pas être resté uniquement dans nos structures et de rencontrer plein de gens et toujours avec un objectif, des gens compétents. Voilà, c'est aussi dans tous les domaines. Après, ça intéresse plus certains que d'autres. Certains, c'est plus la culture. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est des gens qui étaient intéressés et déjà qui nous demandaient de visiter, d'organiser une visite de Stella Mar. Michel,
me regarde pas comme ça depuis 5 ans. Donc, je sais que, voilà, donc, voilà, on est ravis. En plus, on a été super bien accueillis. On a essayé de coller Francesca, on n'a pas réussi. Impossible. Voilà, donc ça s'inscrit vraiment dans notre démarche. Et le regret, ça s'est organisé un peu dans l'urgence. La sortie en mer, c'était un peu compliqué. En plus, la période, le vent d'ouest, enfin bref. Et on travaille aussi sur de l'intergénérationnel. On aurait aimé que les 2 classes avec qui on travaille, ça montre une cohérence aussi au-delà de, on va dans le lycée, ils viennent chez nous, on aurait fait une sortie en commun et on s'inscrit comme ça dans la durée. Je pense que l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ça marche super bien, hein, notamment, et à chaque fois on est ravis. Donc voilà, on sera présent demain, peut-être pas sur toute la journée, mais il y a des gens qui seront là. On a passé l'info aussi à d'autres personnes qui ne sont pas là, donc c'est un peu une autre. Là, c'était le bus et tout, donc c'est vraiment nominatif, mais là, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui seront présentes et n'hésitez pas à nous ressolliciter, on est ravis. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à vous. Merci. Et donc là, on est au tout début du débat. Vous avez compris que si vous en parlez autour de vous, si vous venez demain, etc., vous aurez énormément d'occasions encore pour vous et pour les autres autour de vous de vous exprimer, parce que c'est jusqu'au 26 avril. Et dernier détail, on est enregistré et filmé, donc si quelqu'un, à un moment donné, en posant une question ou quoi, ne souhaite pas être filmé, il faut juste qu'il nous le signale en levant la main, soit maintenant, soit tout à l'heure quand il voudra prendre la parole, de dire qu'il ne souhaite pas ou elle ne souhaite pas être filmé, ou vous pouvez le dire plus discrètement à Mathilde si vous le souhaitez. Voilà. On va rentrer du coup dans le vif du sujet, c'est-à-dire quels sont les sujets justement que le débat met en discussion, de quoi est-ce qu'on va parler, parce que en fait, de quoi après il faut décider, sur quoi il faut décider à l'issue de ce débat. Donc Marion, je te laisse la parole pour présenter, je crois qu'il y a un film pour démarrer. Merci beaucoup. Nous allons commencer par un dessin animé, un petit film d'animation qui vous explique le contexte du débat, qui dure 5 minutes. Après, je vous expliquerai un peu le territoire méditerranéen. La France dispose d'un accès privilégié à la mer. Elle possède 4 façades maritimes métropolitaines. Manche Est, mer du Nord, Nord-Atlantique, Manche Ouest, Sud-Atlantique et Méditerranée. La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, a été saisie par l'État pour un travail d'une ampleur inédite. Organiser 4 débats publics en simultané portant sur la planification de l'espace maritime de chacune des façades. Cette planification a vocation à concilier à la fois la poursuite des activités maritimes existantes et le développement de nouvelles, tout en respectant les milieux marins et littoraux qui sont des écosystèmes fragiles. Tous les acteurs et citoyens sont invités à s'exprimer pour débattre des enjeux maritimes d'aujourd'hui et de demain. Le milieu marin et sa biodiversité sont essentiels au maintien d'une planète habitable et en bonne santé. Il est aujourd'hui soumis à de nombreuses pressions liées aux activités humaines. Sa dégradation est aujourd'hui avérée. Il est donc nécessaire de renforcer les efforts, à la fois pour protéger, restaurer et préserver les écosystèmes marins. Réduire les pressions sur le milieu marin implique d'encadrer, de façon volontaire ou réglementaire, les activités humaines là où leur impact met en péril l'état écologique des espèces et des habitats. C'est le rôle des aires marines protégées. Certaines activités humaines peuvent être en conséquence supprimées ou limitées, relevant ainsi d'une protection forte. Les 4 débats publics doivent permettre d'identifier les secteurs à privilégier pour le développement d'une protection forte. La mer et ses rivages sont composés de multiples dimensions qui lui ont permis d'accueillir de nombreuses activités. Parmi les activités maritimes, on trouve notamment la pêche et l'aquaculture, le transport maritime, les câbles sous-marins, la construction navale, le tourisme et la plaisance, et l'éolien en mer. On observe aujourd'hui que ces activités sont de plus en plus denses, ce qui nécessite de repenser leur cohabitation. Cette réflexion sur la planification des espaces maritimes repose sur la construction d'une vision partagée des usages de la mer. Elle vise à concilier la préservation du milieu marin avec la gestion durable des activités maritimes. Ces activités doivent également se développer en tenant compte des enjeux liés au patrimoine culturel et paysager, mais aussi des enjeux forts de souveraineté que sont la défense et la sécurité nationale.
Afin de fixer un cadre de référence national aux politiques publiques liées à la mer, une stratégie nationale pour la mer et le littoral a été élaborée puis adoptée pour la première fois en 2017. La seconde est en cours d'adoption. Pour chacune des façades maritimes, un document de planification vient décliner les conditions de mise en œuvre de la stratégie nationale en fonction des spécificités locales. Ces documents sont mis à jour tous les 6 ans. Ils doivent permettre de donner une visibilité aux acteurs économiques des territoires, aux élus locaux ainsi qu'aux citoyens. Ils doivent également permettre de prendre en compte le développement ambitieux de l'éolien en mer et d'identifier des espaces propices à celui-ci. L'intégration des contraintes spatiales est l'objet même de la planification maritime et du présent débat. L'éolien en mer est un nouvel entrant dans le monde des usages de la mer et la place des nouveaux projets dans l'espace maritime doit être clairement définie. En ce sens, ces débats publics ont une triple vocation pour la planification de l'éolien en mer. Alimenter les travaux relatifs à la stratégie française pour l'énergie et le climat à l'horizon 2024, permettre d'élaborer une cartographie des zones prioritaires d'implantation d'éoliennes en mer à horizon 10 ans et de développement à horizon 2050, et identifier des zones de raccordement marines et terrestres pour ces zones prioritaires. L'ambition est d'atteindre 18 gigawatts de puissance installée d'ici 2035. Aujourd'hui, en France, les parcs de Saint-Nazaire, de Fécamp et de Saint-Brieuc injectent de l'électricité sur le réseau national. L'éolien en mer est indispensable à l'atteinte des objectifs énergétiques que la France s'est fixés, ainsi qu'à la sécurisation de son approvisionnement en électricité. Ces 4 débats publics avec l'ensemble des acteurs sont à la hauteur des ambitions portées par l'État en termes de protection de la biodiversité, de neutralité carbone, de développement durable des activités maritimes. Pour chaque façade, le débat public constitue une opportunité inédite de mieux faire connaître et d'anticiper les interactions entre les usagers de la mer, de renforcer la protection du milieu marin et d'identifier les axes de développement de l'éolien en mer sur le long terme. Alors, on va essayer de mettre le diaporama, s'il vous plaît. Super, Elie. Je vais me mettre debout pour éviter le torticolis. Donc, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Marion Brichet. Je travaille à la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, que vous connaissez peut-être sous le nom de Affaires maritimes. On s'occupe de l'ensemble de la Méditerranée, donc aussi bien de la région Occitanie, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. Et je suis accompagnée par mes collègues Milena Penaba, Benoît Rodriguez et François Virvial qui parlera sur la diapo éolien. Alors on a voulu, en plus de cette vidéo, de vous présenter des éléments vraiment méditerranéens des différentes thématiques qui vous a été présentées dans la vidéo. Un des enjeux de ce débat public, c'est donc d'avoir votre avis sur comment mieux faire pour avoir un état de santé de la biodiversité marine qui soit bon. Aujourd'hui, on a réussi à évaluer différentes thématiques de la biodiversité marine. Et ce qu'on se rend compte finalement, c'est que soit on n'a pas beaucoup de connaissances, soit l'état de santé de certaines thématiques du milieu n'est pas très bon. Là, on vous a mis un exemple concernant les poissons et les céphalopodes. Dans les céphalopodes, c'est notamment les poulpes. Et parmi les 70 espèces que nous avons pu évaluer, il n'y en a que 2 finalement qu'on a pu évaluer en bon état de santé, qui n'est pas surexploité par la pêche professionnelle. Ces 2 espèces, c'est la sardine et le thon rouge. On a également pu avoir une évaluation de certaines thématiques liées aux pressions. Et là, vous avez un exemple dans la partie basse de la diapo sur les déchets. On a évalué quelle était finalement la source des différents déchets que l'on pouvait retrouver au fond des mers, mais aussi sur la plage. Et vous verrez que ce n'est pas très surprenant, mais ce qu'on retrouve le plus, c'est du plastique. Et du plastique à usage unique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations qui permettent de limiter ces plastiques à usage unique, vous en avez entendu parler, mais c'est encore ce qu'on retrouve principalement sur nos fonds et sur notre littoral. Donc l'objectif vraiment de ce débat public, c'est de nous aider à mieux protéger la mer, à mieux connaître la mer grâce aux propositions qui pourront être faites. Un autre enjeu de ce débat, c'est de pouvoir nous aider à cartographier des zones de protection fortes.
Les zones de protection forte, ce sont des espaces maritimes où la réglementation permet de limiter les pressions sur la biodiversité marine. Par exemple, c'est un endroit où on va interdire le mouillage des bateaux. C'est un endroit où on va interdire la plongée sous-marine. C'est encore un endroit où on peut interdire la pêche professionnelle et la pêche de loisirs. Ces endroits-là, ils ont déjà été pré-identifiés par le pilote qui est la préfecture maritime, que vous pouvez voir sur cette carte. Donc les zones bleues, les zones jaunes et les zones roses sont des zones priorisées pour la protection forte, pour la création de nouvelles zones de protection forte. Et nous avons une cible à atteindre. La cible, c'est 5%. C'est le président Macron qui nous a donné cette cible à Méditerranée quand il est venu à Marseille en septembre 2021. Et il nous a dit qu'en Méditerranée, il faudrait qu'on atteigne 5% de zones de protection forte d'ici 2027. Et il nous faudra 10% d'ici 2030. Donc vous voyez, on est bientôt en 2024. Il nous reste 6 ans pour passer de 0,22% de zones de protection forte aujourd'hui au 1er décembre 2023 pour arriver à donc 5%. Donc on a encore un long chemin à atteindre pour arriver à cet objectif. Donc on a besoin de propositions du public pour nous aider à identifier ces zones. Ce qui est important aussi dans ce débat, c'est de nous aider dans les grandes orientations qu'il nous faudra prendre pour concilier les usages maritimes entre eux pour un développement durable des activités maritimes. Là, on vous a mis une petite infographie qui représente les principaux usages maritimes sur notre façade Méditerranée. Premièrement, c'est le trafic maritime. Le trafic maritime représente un quart, la façade Méditerranée représente un quart du trafic maritime mondial. La façade représente près de 30% du trafic maritime national. Donc on a vraiment un poids important dans le trafic maritime. Et surtout, on est aussi une façade où il y a beaucoup de navires de croisière. Près de 80% des navires viennent en Méditerranée. C'est d'ailleurs, vous avez plusieurs ports qui accueillent ces navires de croisière autour de la Corse. On a aussi des ports qui sont très importants, notamment pour la plaisance, et un grand port maritime qui est basé à côté de Marseille. Si on regarde une autre activité, c'est la pêche professionnelle qui est aussi importante sur notre façade. On a presque 1300 bateaux de navires de pêche. Principalement, c'est des navires qu'on dit petits métiers, qui pratiquent la pêche artisanale avec des filets, avec des palangres, avec des nasses, notamment en Corse pour pêcher la langouste ou certains crustacés. Et on retrouve aussi des navires qui pêchent des poissons beaucoup plus au large, notamment les thoniers seineurs qui, eux, vont pêcher plutôt les thons rouges. Et aussi des chalutiers qui vont pratiquer une activité soit en grattant les fonds marins, qu'on appelle les chaluts benthiques, soit en ramassant les poissons qu'on trouve dans la colonne d'eau, ce qu'on appelle les chaluts pélagiques. On retrouve d'autres activités beaucoup plus touristiques, notamment on est la première façade de France à avoir le plus de tourisme, et ça représente près de 4,3 milliards d'euros par an que rapporte le tourisme aux 3 régions littorales. Et concernant les activités de loisirs, donc nous sommes une façade où il y a beaucoup de plaisance. On a presque 100 000 anneaux donc dans les ports pour accueillir les navires de plaisance. Et la particularité sur notre façade par rapport aux autres façades, c'est qu'on a de la grande plaisance. Vous savez, c'est ces yachts qui sont très grands, qui font donc plus de 24 mètres et qui sont très présents sur la façade, notamment chez vous, autour de Calvi, mais aussi de l'Île-Rousse, de Bonifacio. Ce sont des sites qui attirent la grande plaisance parce que c'est des sites magnifiques. Je vais donc maintenant laisser la parole à mon collègue François Virvial. Vous parlez de la thématique de l'éolien. Comme vous l'avez vu dans le petit film du début, on a donc comme objectif 18 gigawatts installés en 2035 pour atteindre 45 gigawatts d'éolien installés pour avoir remplacé un peu tout notre système énergétique et atteindre une certaine sécurisation avec des énergies renouvelables pour atteindre tout un système de production décarboné en 2050. C'est compliqué, c'est un objectif qui est vraiment très ambitieux. Et pour ça, pour nous aider à trouver où installer tout cet éolien qui est en mer, qui pourrait nous aider à décarboner nos énergies et décarboner nos systèmes de production, l'État et Réseau de transport d'électricité ont besoin de l'avis du public pour connaître la localisation, les éléments à prendre en compte, particulièrement dans le choix des zones, dans la spatialisation du développement de cet éolien. Et on a proposé en entrée de débat d'essayer d'identifier un peu par rapport aux connaissances qu'on peut avoir sur les différentes façades, les connaissances actuelles. Bien évidemment, on ne peut pas présager de nos connaissances futures et
et on espère encore en acquérir, à proposer des fourchettes de puissance qu'on pourrait installer, attribuer d'ici 10 ans, donc pour répondre aux 18 gigawatts à 2035, et jusqu'en 2050. Donc vous voyez, pour la Méditerranée, hein, en 2050, c'est de 4 à 7,5 gigawatts de puissance installée, considérant qu'aujourd'hui, en Méditerranée, à la fin de l'année prochaine, on aura 0,6 gigawatts d'installés. Donc la marche est encore très grande, avec sur la carte donc des zones pilotes, des éoliens pilotes, de l'éolien pilote. Et on a quand même commencé à regarder les principales caractéristiques de l'éolien en mer. Vous avez pu voir sur les infographies, il y a de l'éolien posé, de l'éolien flottant. En fonction des caractéristiques des différents endroits, on doit adapter vers une technologie ou l'autre technologie. Nous, en Méditerranée, on a beaucoup de fonds très rapidement, donc on sera contraint à utiliser de l'éolien flottant. Et aujourd'hui, à partir de toutes les contraintes techniques, économiques, fonctionnelles, on sait qu'on va aller vers de l'installation qui sera dans le golfe du Lion, donc entre Marseille et Perpignan en gros. Donc c'est la carte que vous voyez à droite, avec des zones qu'on avait identifiées dans le document stratégique de façade en 2019, dans la stratégie de façade maritime, qu'on propose en entrée de débat d'apporter comme un travail déjà existant pour continuer à avancer avec le public sur comment spatialiser ce besoin et ces capacités d'éolien d'ici 2050. Voilà, je vais rendre la main à la CPDP et à Étienne. Merci beaucoup à tous les deux. Donc voilà, ça c'était vraiment la parole de l'État, qui va donc être le décideur à la fin, et qui vous propose, mais c'est nous qui l'organisons, mais qui vous propose de réagir. Et moi, en tant qu'animateur de cette discussion, j'aimerais vous donner la parole, tout simplement, pour nous dire s'il y a des choses dans ce que vous venez d'entendre qui vous plaisent, qui vous choquent, qui vous questionnent, s'il y a des sujets qui vous semblent plus importants que d'autres. On a parlé de biodiversité, on a parlé de pêche, on a parlé d'éolien et d'énergie. Donc voilà, la parole est un peu à vous. On n'a pas prévu de dispositif plus précis que ça. Et on a aussi un représentant de Stellamar avec nous ici, et deux même, qui pourront aussi peut-être réagir sur les éléments, à la fois, j'ai envie de dire, concernant peut-être biodiversité, pêche, ressources halieutiques, et toutes les questions aussi que la recherche, comment la recherche aussi joue un rôle dans ces dispositifs-là. On est dans un dispositif de recherche très appliqué. Donc peut-être d'abord, je propose d'abord à personne dans la salle, si elle le souhaite, de réagir à ce que vous venez d'entendre. Et aussi s'il y a des choses qui ne sont peut-être pas claires, parce qu'il peut y avoir des éléments que vous n'avez pas forcément bien saisis. Alors, oui, monsieur, je crois qu'on a un micro qui arrive. Oui, bonjour. J'avais cru comprendre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pardon, désolé. Je m'appelle Arthur. Merci. Comme le roi, mais sans couronne. Je pensais que ce débat avait pour objectif de présenter des solutions et d'entendre ce que le public en pensait et quel était son sentiment sur les choses. De ce que je viens d'entendre de cette intervention-là il y a 2 minutes, j'en conclus qu'en fait la décision est déjà prise. On va mettre de l'éolien. Et qu'en fait, on va simplement nous demander ce qu'on pense de l'installation de la plantation qui va être décidée. Alors ça, c'est la première question. La seconde, il me semble qu'une centrale nucléaire développe ou produit 2 gigawatts. Vous parlez de 18 gigawatts, ça veut dire qu'on est sur un volet de combien d'éoliennes? Et quand on est à 18, on n'est pas encore aux 45 que vous avez ciblé sur les années 50. Voilà. Je propose que l'État vous réponde, peut-être. Je vais laisser l'État répondre sur le fond, et après, ou peut-être je peux juste commencer pour la clarification. Alors, est-ce qu'on peut discuter de ce qu'on appelle de l'opportunité? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire de l'éolien ou pas? Oui. Ce qui est indiqué ici, ce n'est pas des décisions prises. D'accord? Il s'agit d'intention. C'est très important. Vous avez un petit tableau. Je pense qu'il doit être quelque part. Le tableau de François, le dernier. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Vous avez raison, dans l'éolien, il y a 2 choses. Il y a ce qui est déjà décidé
et ce qui reste à discuter. Donc, ce qui est déjà décidé, c'était la colonne de gauche, je ne sais pas si vous l'aviez vu, bon, qui est principalement d'ailleurs des projets dans l'Ouest, Bretagne et Normandie. Et puis ici, 2 projets, 2 zones qui ont été identifiées sur la façade Méditerranée, qui arriveront in fine à 1,5 gigawatts. Mais le reste, c'est-à-dire les 4 à 7,5, ne sont absolument pas décidés. Alors, justement, ça, je vais leur laisser prendre la parole, mais je voulais préciser que sur le débat public, cette décision-là n'est absolument pas prise. Et si vous estimez qu'il ne faut pas le faire, ben vous pouvez bien sûr le dire, l'argumenter, proposer des solutions alternatives, parce que c'est bien ça l'idée du débat, c'est d'ouvrir tous les sujets. Donc, non, à ce stade, ce n'est pas encore une décision, c'est une intention de l'État. Non, il ne faut pas l'unanimité. Non, on ne fait pas ni un référendum ni un sondage, j'aurais peut-être pu être plus précis tout à l'heure. Nous faisons à la fin un compte-rendu de tout ça. Si tout le pays s'exprime en disant on ne veut pas d'éolien, ou au contraire on en veut beaucoup plus, eh ben, ce sera à l'État de prendre sa responsabilité et de dire j'en fais pas du tout, ou j'en fais plus, ou je fais ce que je voulais au départ, ou je change. À la fin d'un débat public, très souvent, la décision n'est pas celle qui était prévue au départ. Oui, j'entends bien. Mais quand vous parlez de tout le pays et quand vous regardez la poignée de personnes qui est ici, il y a une marge qui est énorme. Oui, mais donc, le débat, c'est 5 on peut avoir, quoi. Oui, alors, vous pouvez avoir. Vous savez, ça va durer 5 mois. Si je prends le petit document, l'expérience du débat sur la tablette que vous avez fait, là, il y a déjà presque 20 000 personnes qui l'ont faite déjà depuis une semaine. Donc, en fait, vous voyez que dans 5 mois, il y aura peut-être 2 millions. Non, j'en sais rien, peut-être pas 2 millions, mais en tout cas, c'est important. Après, attention, on fait ni un référendum ni un sondage. Donc, l'important, c'est pas tant le nombre, combien disent que. L'important, c'est, et c'est pour ça qu'après je vous renverrai la question, c'est pourquoi vous pensez que ce serait pas souhaitable. Donc, on va laisser l'État répondre sur, en gros, alternative, pas alternative. Pourquoi vous voulez en faire autant, et pourquoi vis-à-vis du nucléaire, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à l'éolien marin? Merci. Pour repartir du postulat initial, c'est qu'on a comme engagement d'arriver à l'équilibre, à la neutralité carbone dans nos systèmes de production et de consommation à 2050. Pour atteindre cet équilibre, l'État a commandité auprès de Réseau de transport d'électricité une étude qui s'appelle Futur énergétique 2050, qui proposait différentes alternatives, différents scénarios étudiés avec de l'éolien, du nucléaire, du renouvelable, du photovoltaïque, de l'éolien terrestre et différents types d'énergie pour atteindre donc, notre besoin de production pour atteindre cette neutralité carbone. Dans l'ensemble des scénarios, on a proposé, il y a proposé du nucléaire, du photovoltaïque et de l'éolien en mer pour atteindre cet objectif. En parallèle de cela, l'Union européenne a demandé à ce que l'ensemble des États de l'Union européenne puissent développer 300 gigawatts d'éolien en mer d'ici 2050. Par rapport à ça, ce n'est que des demandes, ce ne sont que des études, mais si on veut atteindre, nous, cet objectif, il faut qu'on se fixe un objectif à nous pour réussir à aller de l'avant. On sait aujourd'hui que nos systèmes de production commencent à être un peu vieillissants, puisque beaucoup de nos centrales nucléaires sont en train d'être revalidées pour quelques dizaines d'années, mais elles ne pourront pas l'être ad vitam. Et on sait aujourd'hui qu'on n'a pas la capacité de reconstruire entièrement notre système électrique à partir de nos centrales nucléaires, entièrement vers du nucléaire. Donc, cet objectif de 45 gigawatts à 2050, c'est ce que différentes études nous invitent à réfléchir comme base de construction, comme base d'échange, de travail avec vous et avec les services et les industriels pour pouvoir atteindre cette neutralité carbone à 2050. Elle n'est pas obligatoire. Certains diront qu'il faut aller beaucoup plus loin. Certains scénarios aller jusqu'à 60 gigawatts d'éolien en mer. Certains diront qu'il ne faut pas faire d'éolien, et on les entend aussi. Et on a besoin, nous, de recueillir votre avis sur l'ensemble de vos avis sur ces éléments-là et sur cette politique énergétique. Tous vos avis, tous vos avis, ils vont pouvoir abonder et nous permettre d'avoir une stratégie nationale sur l'énergie et le climat qui sera la plus cohérente et qui reflètera au mieux l'avis de l'ensemble des Français, ou du moins de la plus grande majorité, par rapport à ce développement.
Voilà, donc ça, c'était plus sur l'opportunité et par rapport au développement. Ce que vous disiez, Étienne, c'est que d'ici 2030, on a déjà la décision d'installer 1,5 gigawatts en Méditerranée d'éolien en mer, qui correspond à une tranche de nucléaire de 0,9 gigawatts, à peu près en termes de production lissée sur l'année, puisque l'éolien ne fonctionne pas à 100% de ses capacités, 100% du temps. C'est variable. On a des jours où il y a moins de vent, des jours où il y a plus de vent, mais on estime qu'un facteur de charge en Méditerranée, c'est à peu près 50% de sa capacité totale. Donc, Excuse-moi François, il faut expliquer. Un facteur de charge, donc c'est le temps en moyenne auquel l'éolienne fonctionne à plein régime, ou plutôt c'est sa moyenne de rendement, quoi. voilà, la moyenne du rendement global, c'est-à-dire que si elle fonctionnait en permanence à plein régime, elle produirait 100. Et là, on sait qu'avec le vent qui n'a pas une puissance tout le temps permanente aussi grande, elle ne pourra produire sur l'année que 50 de sa capacité totale. Voilà. Par rapport à l'éolien, vous me demandiez aussi combien ça fait d'éoliennes, c'est 45 gigawatts. Ça, je sais que je ne peux pas vous répondre, puisque aujourd'hui, les puissances des machines ne sont pas celles d'hier et ne seront pas celles de demain. Par rapport à aujourd'hui, si on fait un référentiel par rapport à aujourd'hui, on a des éoliennes à terre qui font 2 mégawatts. On ambitionne dans les parcs qui viennent d'être attribués en mer du Nord des éoliennes de 20 mégawatts. Donc on peut imaginer des parcs qui feront à peu près de 1 gigawatt, qui font à peu près une cinquantaine d'éoliennes, si on estime 18 gigawatts par éolienne éventuellement. Mais ça, c'est aujourd'hui, et demain, la technologie pourra peut-être être plus puissante, avec des concepts d'éoliennes qui seront peut-être différents. Et peut-être d'autres technologies que l'éolien. Alors peut-être là aussi, juste le nombre total, je crois que la question de monsieur d'Arthur, c'était le nombre total. Si on fait une petite règle de 3, ça fait à peu près 2500 éoliennes au total, si je calcule bien, entre 2500 et 3000 sur l'ensemble des façades françaises. Est-ce que je me trompe? C'est à peu près ça. Un ordre d'idée non contractuel, hein, d'accord? C'est la règle de 3 vite fait sur un papier. Voilà. Mais vous avez compris que ce n'est pas tout d'un coup et que c'est par des parcs qui sont autour d'une cinquantaine. Ça va être des parcs autour d'une cinquantaine ou d'une centaine d'éoliennes, effectivement, avec des technologies qui vont varier. Et on espère avoir de nouvelles technologies qui nous permettront de produire mieux, plus propre et moins impactant. Merci beaucoup. Alors du coup, maintenant, moi, je vous renvoie, Arthur, la question. Qu'est-ce que vous proposeriez plutôt, justement, alternatif à ça? Et je précise, allez-y. Non, mais je précise aussi que vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais bien entendu. Mais ça m'intéresse de savoir ce que vous avez en tête, en sachant que les scénarios dont a parlé François Virvial à l'instant, vous avez les scénarios de RTE, donc effectivement avec des alternatives. Il faut être assez clair que ce chiffre de 45 gigawatts qui était encore il y a quelques semaines 40, qui est maintenant passé à 45, c'est bien un choix de l'État parmi différents scénarios. D'accord ? Et donc c'est un choix d'équilibrage des choses. Vous avez aussi d'autres producteurs de scénarios que sont l'ADEME, que vous connaissez sans doute, et une association qui s'appelle également Négawatt. Donc si ça vous intéresse de creuser un peu plus loin sur les scénarios énergétiques, vous avez vraiment trois sources. Tu as parlé de la source donc de réseau de transport d'électricité, qui est l'établissement public commandé par le gouvernement, l'ADEME qui est également un établissement public, et Négawatt, une association. Et là, vous avez vraiment un panel de beaucoup de scénarios possibles, de combinaisons possibles de ces choses-là. Alors de votre côté, quel serait, j'ai envie de dire, ce qui serait souhaitable comme ça à chaud, mais vous avez encore 5 mois pour réfléchir et écrire ce que vous voulez. Donc oui. Non, sauf que j'ai pas de presse. J'ai pas fait des études en énergie nucléaire. Non, ce qui est certain pour moi déjà, c'est que l'éolien, c'est une pollution déjà visuelle. C'est quelque chose qui est vraiment... on peut pas s'affranchir de les voir, quoi. C'est quand même quelque chose qui est très imposant, qui nécessite en fait une logistique, peut-être pour des bateaux, changer des couloirs de navigation, etc. C'est une pollution aussi sonore, parce que c'est quand même quelque chose qui fait du bruit. Alors vous allez me dire, c'est au large, ça va gêner personne. Je ne suis pas certain non plus pour autant. Il y a des soucis aussi de performance, vous le disiez tout à l'heure. Il y a quand même des bruits qui circulent, parce que c'est quand même une technologie qui a déjà été essayée sur la Terre. Et on a des éoliennes qui ne tournent pas ou qui tournent avec des moteurs électriques simplement pour faire comprendre à la population qu'en fait ça tourne,
qu'on a fait des investissements qui sont productifs, mais qu'en réalité, il n'y a pas assez de vent et qu'on est obligé de les faire tourner simplement pour faire un peu du jus. Alors peut-être que c'est des données qui sont fausses, je ne sais pas, mais il y a énormément de choses qui circulent là-dessus. Et c'est vrai que pour moi, l'élément principal, c'est surtout la pollution visuelle et puis l'impact que ça peut avoir sur l'espace marin, quoi. C'est quand même imposant, quoi. Alors après, remplacer par quoi? Il y a les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, on a tellement laissé un peu ce serpent de mer comment dirais-je, se dépérir, quoi. Et puis aujourd'hui, on arrive à une situation qui est catastrophique. Vous parliez de l'Europe qui donne des directives. Il faudrait qu'elle donne des directives à l'Allemagne et qu'elle cesse de fabriquer des centrales à charbon. Parce que c'est bien beau de mettre des voitures électriques avec des Blue Motion derrière et quand vous suivez le câble, vous tombez sur une centrale à charbon. Donc c'est pour ça qu'après, moi je veux bien entendre tout ceci, mais je pense qu'il faut être aussi... sérieux et faire des choses qui sont cohérentes avec la réalité du vécu que l'on a déjà, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent réagir sur cette question, plutôt de l'éolien, de l'énergie plus généralement? Oui, allez-y, prenez juste le micro et présentez-vous, s'il vous plaît. C'est juste derrière vous. Ouais. Voilà, allez-y. Bonjour, Daniel. Je voudrais savoir quelle est la durée de vie d'une éolienne en mer? Quel est l'intérêt ou la durée de vie? J'ai pas La entendu. durée de vie. La durée de vie, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions toujours sur l'éolien et l'énergie avant que je donne la parole à François Virvial pour répondre sur ces 2 points? Non? Pas d'autres points? Donc, alors on y va peut-être donc François, à la fois sur la durée de vie déjà, peut-être pour commencer, et puis sur qu'est-ce qu'on peut dire des retours d'expérience sur l'éolien, sur ces différentes nuisances qui ont été évoquées. Et peut-être aussi faire la différence entre l'éolien à terre et l'éolien en mer, qui a peut-être des nuances. Alors, sur la durée de vie, aujourd'hui, on va partir sur des concessions de 50 ans pour avoir des parcs qui seront exploités pendant 35 ans. Sur nos centrales nucléaires qu'on avait construites dans les années 80, on partait sur des durées de vie de 40 ans. Donc on est encore sur des durées de vie assez longues de cette exploitation de ces éoliennes. On espère, si elles peuvent durer plus longtemps, on pourra voir pour les conserver plus longtemps, puisqu'une fois qu'elles sont produites et qu'elles sont installées, au final, elles ne demandent que de la maintenance pour être exploitées. Sur l'impact visuel, l'impact paysager, pour le coup, c'est une attention sur laquelle on souhaite porter énormément de critères. Et vous avez pu voir dans le film au début que l'impact paysager et patrimonial est un des éléments qui est important pour nous. On est actuellement en cours de production d'une étude justement pour voir comment accompagner au maximum et prévoir au maximum l'impact que pourra avoir l'implantation d'éoliennes sur le paysage, pour voir comment est-ce qu'il va falloir réduire cet impact paysager. On est aussi en train de produire des photomontages de parcs complètement fictifs qui nous permettraient d'atteindre deux des échelles, l'échelle minimum et l'échelle maximum du tableau qui est là, sur le golfe du Lion, pour voir ce que ce serait qu'un paysage effectivement très chargé ou peu chargé, mais sans optimisation paysagère, je précise. Sans optimisation paysagère, c'est juste un impact visuel pour voir l'éloignement à la côte. Ensuite, sur le bruit pour nous qui sommes à la côte, on n'entendra pas, on aura des éoliennes qui seront à plus de 20 km des côtes, donc nous, on ne les entendra pas à terre, c'est certain pour le coup. L'impact du bruit sur la faune marine, par contre, elle est en cours d'étude grâce à des sites d'essai, comme le site d'essai SEMREV avec l'éolienne Floatgen qui est en Bretagne, grâce aux sites pilotes qui sont déjà installés en mer du Nord, en Norvège ou en Atlantique, et grâce aux 3 fermes pilotes qu'on ne voit pas très bien sur cette carte de droite. Je ne vais pas me lever pour essayer de vous les montrer parce qu'elles sont cachées, mais on a 3 fermes pilotes. Ah oui, parfait. Là non, on revient en arrière. On a 3 fermes pilotes, une qui vient d'être installée le mois dernier, ici, qui s'appelle Provence Grand Large, et 2 qui sont ici situées et qui seront installées d'ici 1 an, et qui vont nous permettre d'acquérir davantage de connaissances sur le bruit et les impacts de ces éoliennes en Méditerranée, qu'on va pouvoir cumuler avec l'ensemble des retours d'expérience qu'on a à l'international sur l'éolien en mer. L'éolien en mer et l'éolien posé à terre sont 2 choses très différentes, puisqu'on n'est plus du tout sur les mêmes échelles de puissance et plus du tout sur les mêmes typologies de vent.
En mer, le vent est beaucoup plus stable, beaucoup plus fort qu'à terre où le vent est souvent assez lié au relief et avec des éoliennes de petite taille. Donc on est sur quelque chose qui est assez variable. Donc on entend aussi beaucoup d'idées reçues sur l'éolien à terre et ça je ne pourrais pas le démentir aujourd'hui puisque je ne vais pas commencer à partir sur une liste des idées reçues qu'on peut avoir sur l'éolien puisque je ne le maîtrise pas entièrement. Mais voilà, sur les impacts visuels, les impacts paysagers et l'impact sur la biodiversité, on lance des études et le gouvernement a lancé il y a 2 ans un observatoire national de l'éolien en mer pour pouvoir permettre d'acquérir davantage de connaissances sur la biodiversité, sur toutes les lacunes de connaissances qu'on a sur le milieu, ainsi que sur les impacts de l'éolien sur le milieu, pour justement nous permettre d'avoir un développement qui soit mieux accompagné dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Alors, oui, là-bas, un micro, s'il vous plaît. À l'autre bout. Excusez-moi. Oui, Sylvain. Donc, moi, ce qui me questionne un peu, c'est que comment vous voulez associer le grand public à des prises de décision. Moi, ce qui me questionne, c'est comment peut-on faire des propositions pertinentes à partir du moment qu'on n'a pas cette connaissance scientifique que peut l'avoir. Voilà. Moi, j'ai peur qu'on fasse des propositions erronées ou sur des... Voilà. Et à partir du moment que... Sur du vécu, mais bon, on ne maîtrise pas tout. Comment peut-on être pertinent à partir du moment que c'est les scientifiques qui ont vraiment la connaissance. Voilà, moi c'est à ce niveau-là. Là, je crois que c'est à moi qui ai adressé la question. Enfin, à moi, à travers moi, non. En fait, à travers moi, c'est la question de notre système de décision. Qu'est-ce qui est légitime, en fait, pour prendre des décisions? Est-ce que c'est les scientifiques ou les ingénieurs qui ont le pouvoir dans notre pays ou est-ce que c'est les gens? Et dans notre système, aujourd'hui, c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc, in fine, les décisions sont prises au nom de nous tous. Alors après, est-ce qu'il y a besoin de science et besoin de technique? Oui, bien sûr. Mais vous êtes parfaitement légitime à vous exprimer et à dire, ben voilà, au regard de mon expérience de vécu, ou bien, si vous avez envie de rentrer plus dans les sujets, vous avez un dossier complet sur le site internet, sur tous ces sujets-là qui sont assez précis et assez faciles d'accès. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment, alors je vais rapidement, c'est pas en une seconde, mais vous pouvez vraiment vous faire une opinion sur la base de faits réels et vérifiés. Hein. Ça prend un peu plus de temps que là, juste dans notre réunion, ça c'est vrai. Mais vous pouvez le faire. Mais in fine, c'est bien nous tous qui décidons, quand même. Voilà. Donc ça, je voudrais juste le rappeler. Et l'exercice qu'on fait là, et qu'on va faire pendant 5 mois, c'est bien celui-là. Donc, même si vous n'êtes pas ingénieur électrotechnique ou physique nucléaire, vous avez le droit d'avoir un avis sur le nucléaire et de considérer que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et à la fin, c'est bien votre avis qui l'emportera. In fine, dans un vote, par le vote, par le référendum, par ce que vous voudrez, et entre autres par le débat public qui est là. Donc ça, c'est vraiment, je voudrais vraiment être très clair là-dessus. À la fin, c'est pas l'ingénieur qui décide ou le scientifique qui décide. Sinon, on serait pas là d'ailleurs. Hein. Sinon, il ferait tout seul. Hein. Il n'aurait pas besoin de quoi que ce soit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est aussi pour vous inciter, et c'est pour ça que ça dure 5 mois quand même, il faut aussi se le dire, c'est pour que tout le monde ait le temps de justement se forger son avis de façon la plus éclairée possible. Voilà. Donc là, on est en plus au début, donc vous avez encore plein de temps pour ça. Souvent, on sort d'un débat public, je ne vais pas dire expert, ce serait un peu exagéré, mais assez bon connaisseur des sujets finalement, quand on a pris le temps de s'y intéresser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pensais peut-être sur les questions de biodiversité ou de protection. Vas-y. Non, mais on continue sur l'éolien. Si... Vas-y. Donc bonjour, moi je m'appelle Marine, donc étudiante en M1 Gilva. Je voulais savoir si vous avez fait des études pour pallier aux tempêtes, l'entretien en fait de ces éoliennes, etc. Parce que bon, potentiellement les tempêtes risquent d'être a priori plus violentes. Comment vous envisagez ça? Est-ce que ma question est claire? Oui. Alors, à titre personnel, je n'ai pas fait d'études sur les tempêtes éoliennes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai parlé des fermes qui ont été installées en mer du Nord, en Norvège et en Atlantique. La ferme qui s'appelle Windfloat Atlantique a déjà subi quelques tempêtes
et elle est ressortie indemne. C'est dans la conception et l'ingénierie du projet qu'ils apportent toute l'attention à justement comment se comporteront les éoliennes face à des vents violents. Et on sait qu'elles ont des seuils de démarrage, donc avec un vent faible, elles ne démarreront pas, mais aussi avec un vent fort, elles se mettront en rideau, elles se mettront à l'arrêt pour justement ne plus être sujet à être prises par le vent et donc devenir un objet immobile face au vent, comme on a nos phares qui depuis des siècles restent face à la mer et face aux tempêtes. Donc potentiellement les vents pourraient être de plus en plus violents. Ça voudrait dire qu'en fait les éoliennes elles s'arrêteraient au final. Enfin, elles seraient là mais sans fonctionner. Moins en tout cas si jamais les vents deviennent de plus en plus forts. Aujourd'hui, oui, les éoliennes ont un seuil maximum de puissance qui est lié à leur puissance de production. Les puissances de production augmentent et ça augmente également aussi leur résistance à des vents plus forts et les matériaux aussi, la connaissance. On peut aller aujourd'hui à des résistances sur des vents plus forts et je pense que l'ingénierie ira demain à des résistances encore plus fortes. Après, il faut évaluer le gain de la résistance à un vent fort en termes de production et le gain à une résistance par un vent fort sans production pour voir s'il y a un véritable gain énergétique et un coût en maintenance et autres qui sera nécessaire. Est-ce qu'on a besoin de développer énormément d'énergie pour passer des seuils de plus en plus hauts de résistance à des tempêtes ou pas? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a, on a encore quelques minutes, est-ce qu'il y a des questions peut-être soit directement à Stella Mars sur le projet qu'il développe ici et plus généralement sur qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert de vouloir organiser ou permettre la reproduction d'espèces dans un milieu, pour la renaturation de ce milieu ou alors pour de l'exploitation économique aussi parce que ça fait partie aussi évidemment de vos débouchés. Est-ce que certains ont des questions là-dessus? Et peut-être en faisant le lien, parce que ce que vous avez vu, et puis ce que vous imaginez que la mer pourrait en bénéficier ou pas. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions là-dessus ou donner un avis? Non? Pas de questions Bon, vous êtes plus éolien que biodiversité alors, c'est ça finalement ici, si je comprends bien. Alors qu'en plus l'éolien il n'est pas tout à fait prévu sur les côtes de la Corse comme vous avez pu remarquer. Hein? Ah si, vous voulez qu'il soit prévu sur les côtes de la Corse? Ah si, vous venez de le dire, j'ai entendu. Vous voulez absolument de l'éolien en Corse? Ah bon, pardon. Alors, prenez la parole madame pour dire ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a un micro pour madame? Pourquoi vous ne voulez pas d'éolien en Corse? Parce que vous avez une solution alternative, c'est ça? Allez-y. C'est allumé, allez-y. Bon, écoutez, moi je m'appelle Claude. Ouais. J'habite ici depuis fort longtemps. Je sais, de par mes connaissances vulgaires, je dirais, que les éoliennes, ça déstructure la nature, que c'est pas beau, c'est vrai, mais ça fait partie de ce que je viens de dire. Mais en même temps, je ne sais pas comment les animaux vont réagir. Je pense aux poissons, etc. Vous venez de dire que c'est en train d'être étudié, mais une fois qu'elles sont installées, les éoliennes, on les garde. Merci. Peut-être que ça veut dire aussi, du coup, si je traduis aussi votre question, ça veut dire à quel moment, parce que vous avez dit qu'il y avait des études sur le bruit notamment, sur les animaux. Donc à quel moment ces études vont être connues? Et en fait, si les éoliennes sont déjà là quand on connaît les résultats des études, si je traduis ce que vous avez dit, on ne démontrera pas les éoliennes a priori, si on comprend bien. Ou alors on les démontrera? Et après, qu'est-ce qu'on en fait après? Ça, c'est la deuxième question. Aujourd'hui, on est en train de mener des études, effectivement, pour améliorer notre connaissance avant que ces éoliennes soient installées. Donc, on a 3 sites pilotes qui, justement, vont permettre d'avoir de la connaissance opérationnelle, de la connaissance empirique sur le fonctionnement. On a énormément de connaissances théoriques. Et on continue à mener, grâce à l'Observatoire national de l'éolien en mer, des études telles que Migralion, qui est un donc, programme d'acquisition de connaissances sur 3 ans, qui en est à la moitié de son temps d'étude, donc il sera fini d'ici 1 an et demi, on aura les conclusions d'ici 2 ans, qui nous permettra
d'avoir davantage de connaissances sur les flux migratoires des oiseaux en Méditerranée. On a des études menées sur le bruit anthropique en Méditerranée, dans le golfe du Lion. On a des études qui sont en cours sur énormément de compartiments, justement du fait de nos lock-in de connaissances, et qui vont nous permettre, par cette connaissance de ces compartiments, par les connaissances de l'éolien, de comprendre l'impact, les pressions, et de diminuer ces pressions si elles ont lieu. Aujourd'hui, on travaille justement à ça. Les projets dont on parle aujourd'hui, ils ne sont pas autorisés. Ils sont en débat pour qu'on puisse avancer dans cette logique de fonctionnement. Demain, si on prouve qu'il y a un problème, l'État pourra tout à fait ne pas autoriser ces projets puisqu'ils ne sont pas encore installés, puisqu'ils ne sont pas encore en construction. Dès qu'ils seront en construction, on essaiera d'avoir un maximum d'éléments qui nous permettront de diminuer les impacts, tels que par exemple sur les oiseaux, de l'effarouchement, voilà. Ça c'est sûr, donc ce qu'on pourrait faire avant qu'elles soient installées. Effectivement, si elles sont installées, je ne peux pas vous dire exactement comment on se comportera, puisque je ne suis pas juriste et je ne sais pas si on aura une autorisation, un tribunal et tous ces éléments-là. Par contre, après, pour le recyclage, aujourd'hui, dans toute une éolienne, les flotteurs se recyclent, le mât se recycle, les nacelles, les turbines, ce sont des moteurs, peuvent se recycler également. La question était des pales, qui, vous avez pu voir aux États-Unis, des grands champs de pales enterrés par les Américains. Bon, nous, on a préféré faire du réemploi dans des abribus, des parkings à vélo, dans du mashing pour des sols, des bétons et autres. Demain, l'ensemble des producteurs de pales se sont engagés à avoir des éoliennes 100%, des pales d'éoliennes 100% recyclables, ce qui fait que les éoliennes seront 100% recyclables. C'est un engagement et le taux de recyclabilité est déjà présent dans les cahiers des charges des appels d'offres d'éoliens en cours. On leur demande un taux de recyclabilité le plus fort possible, allant jusqu'à 100%, qui intègre la note d'évaluation des projets. Et un fonds spécifique est constitué par l'exploitant du parc pour pouvoir financer le démantèlement qui sera à sa charge et qui est dans une obligation légale. Ils doivent démanteler tout ce qui n'aura pas un impact sur l'environnement. C'est-à-dire que si on installe des fondations et qu'il y a une grande recolonisation de biodiversité sur les fondations, on n'ira pas retirer la fondation parce qu'elle existe, parce que c'est nous qui l'avons installée. On essaiera de retirer ce qui a un impact négatif sur l'environnement, éventuellement, de laisser des objets. C'est pas comme si on allait laisser une épave au fond de l'eau. Voilà. Merci. Vous avez eu réponse à vos questions? D'accord. Peut-être, moi, je vais poursuivre la question de Madame simplement sur la date à laquelle l'étude sur le bruit, c'est ça? Parce que vous avez donné des éléments sur Migralion, sur le programme sur les oiseaux. Et la date pour l'étude sur le bruit, auquel justement, puisque vous semblez garantir que, enfin, vous dites que, en gros, il y aura des résultats suffisamment en amont des prochaines constructions d'éoliennes. Ça veut dire quoi concrètement cette étude sur le bruit? Pas parler d'une étude particulière sur le bruit, mais on a le laboratoire Corus qui actuellement fait une étude sur le bruit anthropique dans le golfe du Lion. Donc les résultats devraient être disponibles d'ici 1 an ou 2. Et en parallèle, le projet de ferme pilote en Bretagne a déjà livré un certain nombre de résultats sur le bruit. Alors, je ne suis pas un expert du bruit, donc je ne pourrais pas m'engager sur les résultats exacts, mais ils vont permettre de caractériser donc, quel sera le bruit de l'éolien en fonction de la distance à l'éolienne et de la typologie des animaux, de la faune, pour voir quel va être réellement l'impact. Mais là, effectivement, je ne suis pas un expert sur le bruit, je ne peux pas répondre en détail sur quand est-ce que ce sera disponible. Ok. Ben, on vous demandera peut-être une réponse du coup en différé sur cette question-là. Est-ce que... Allez, dernier appel. Oui, monsieur. Sur le sujet des... Allez-y. Directement. Oui, la question... On vous présentez d'abord juste. Nicolini, Félix. Pourquoi se pencher obligatoirement sur l'éolien et pas de l'hydrolien? Ça, c'est une question claire, nette, précise. C'est une question de maturité de technologie. Aujourd'hui, l'hydrolien n'est pas encore mature pour pouvoir passer à l'échelle pré-commerciale, commerciale. On en est encore qu'au balbutiement et au prototype. On a différents prototypes qui existent en France
Mais on n'est pas encore à l'échelle. Il y a quelques années déjà. Alors, est-ce qu'on peut préciser déjà ce que c'est que l'hydrolien pour les personnes dans la salle qui ne sont pas forcément experts du sujet? Alors, pardon, l'hydrolien, vous connaissez le principe de l'éolien, c'est donc, pour faire très schématique, un ventilateur face au vent qui capte le vent. L'hydrolienne, ce serait donc des turbines face au courant qui capteraient le courant. Donc, ce que je vous disais sur la maturité, c'est que aujourd'hui, pour utiliser de l'hydrolien dans les sites d'essai, il leur faut des sites avec énormément de courant marin pour pouvoir mettre en place les prototypes. On a des prototypes de 2 mégawatts qui ont été installés, je crois, en Portugal et sur le large des côtes de Bretagne. Mais là, pour le coup, je demande à vérifier mes informations dans la radio Ouessant. En Bretagne, ça sert même des marées pour faire fonctionner. Oui. Et il s'avère qu'en Méditerranée, les marées ne sont pas assez fortes pour pouvoir faire marrer de l'énergie marémotrice. Pardon. On a quand même des courants sur la pointe Bonifacio d'un côté, la pointe du Cap, et voir un peu si on peut aussi inventer, quoi, je veux dire. Et aujourd'hui, par rapport à ma connaissance de l'hydrolien, qui est quand même très faible, on n'a pas assez de courant pour déjà ne serait-ce que lancer les prototypes qui soient fonctionnels et qui produisent. Si vous avez des sujets là-dessus, moi, ça m'intéresse justement. Vous avez donc des Les barrages, on s'en sert. Hein. En Corse, il y a déjà de gros barrages qui produisent de l'électricité. Et on peut penser mettre, par exemple, au sortir de ces grands fleuves, ce seraient des courants créés, surtout en hiver, quand il y aura la production. Je ne parle pas de l'été. Mais il faut inventer, quoi. Il faut avancer. Oui. Et bien justement, maintenant que vous en parlez, on pourra le faire remonter. Aujourd'hui, on se base sur des études, sur des technologies qu'on sait être capable de produire de l'énergie en quantité suffisante. Et à partir de nos connaissances actuelles, on ne peut pas présager de ce qui se passera dans 25-30 ans. Voilà. Moi, en tout cas, je ne peux pas présager de ce qui se passera dans 25-30 ans. Et on a pour souhait d'essayer de développer notre mix énergétique. Et c'est pour ça qu'on a des sites d'essai et une fondation. Si ça vous intéresse, il y a la fondation OpenSea qui a été créée en 2023, qui a pour but de coordonner le travail de tous les sites pilotes de production d'énergie marine renouvelable en France, l'ensemble des sites pilotes. Moi, je vous parle de celle qui est en France. Oui, tout à fait. Mais je vous parle de... je vous dis ce qu'on... Soyons inventifs. Enfin, je veux dire, si on n'a pas assez d'idées en France, on doit y chercher ailleurs. Et je ne vous ai pas dit qu'on n'avait pas assez d'idées. Non. Moi, je vous dis, en France, on a justement une fondation qui a pour but d'essayer d'innover dans les énergies marines renouvelables, dont l'hydrolien, la marothermie, l'houlothermie, le photovoltaïque flottant, l'éolien flottant et l'éolien posé. On a toutes ces technologies-là qui sont dans le giron de cette fondation. Mais merci en tout cas, parce que merci d'avoir posé la question. Ça veut aussi dire que la question de l'éolien, c'est une question d'énergie, il y a effectivement d'autres modalités. Pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de venir faire un tour sur le continent, le 14 décembre prochain, on va avoir une discussion en réunion à Marseille sur justement pas que l'éolien, mais l'ensemble des autres énergies qui sont déjà sur le secteur de Marseille, de Fos, sont déjà envisagées. Notamment, on a par exemple de la thalassothermie, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est-à-dire une boucle d'eau de mer qui vient en fait réchauffer en hiver et refroidir en été avec la température de la mer qui est plus constante et donc qui est toujours décalée par rapport à la température de l'air. Et donc, il y a de ce type de choses assez inventives qui sont en phase de développement et qui essayent de faire leurs preuves justement par rapport à ce que vous dites. Je retiens de ce que vous avez dit aussi qu'il y a bien des courants en Corse et que voilà, ça peut constituer un potentiel. J'en profite pour vous dire aussi une chose, vous voyez, par rapport à la question de monsieur tout à l'heure, voilà, là vous avez une proposition, vous pourriez aussi demander, et c'est possible dans le temps du débat, alors je le dis, chaque fois que j'en parle du débat, j'essaye de le dire, on peut demander par le débat des études complémentaires. Donc par exemple, là c'est une idée comme ça que, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur le potentiel des courants corses pour faire de l'hydrolien, eh ben, on pourrait tout à fait, nous, CNDP, éventuellement, regarder si c'est intéressant de faire cette étude pendant le temps du débat public, si ça contribue justement à la discussion et à faire avancer l'usage de la mer et la planification de la mer en Corse. Voilà, je vous le glisse à l'oreille si vous voulez continuer ça. Oui, Anthony, pardon, vas-y. Tu peux préciser comment les personnes peuvent se manifester pendant ces 5 mois de débat, avec quel outil? Tout à fait. Alors, vous avez en fait une plateforme numérique
qui est très facile d'accès. D'abord, vous avez un mail où vous pouvez écrire. Est-ce qu'on a le mail peut-être je ne sais pas s'il est à l'écran. Je ne pense pas qu'il soit sur la diapo. Donc le mail, c'est... On va vous le trouver. Et vous avez surtout, ce qui est un peu plus dynamique, surtout un peu plus interactif, vous avez une plateforme participative. Donc ça, c'est assez génial parce que ça vous permet en fait à la fois, vous, de poser une question. Si vous posez une question, vous avez une réponse de la part du maître d'ouvrage qui est l'État, mais aussi éventuellement d'autres acteurs. Puis l'État, vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de services. Donc ils vont chercher la bonne personne pour vous répondre sur tel sujet. Donc c'est vraiment très intéressant et vous avez sous 15 jours normalement, bon, si c'est 16 jours, vous ne nous en voudrez pas, mais en gros, on essaye de faire en sorte que vous ayez une réponse assez rapide. Mais vous pouvez aussi faire des contributions, faire des propositions, et vous pouvez enfin réagir aux propositions et aux contributions des autres. Donc ce que vous venez de dire, par exemple, monsieur, sur l'hydrolien sur les cours en Corse, ben, ça pourrait tout à fait être posté comme un avis, une contribution. À partir du moment où vous faites une contribution, vous faites une proposition, nous, ce qu'on vous garantit également, c'est qu'il y ait une réponse. C'est-à-dire que l'État vous réponde en disant « ouais, votre question ». Il dit jamais « ouais, l'État », il dit « oui ». Mais en disant « oui, effectivement, cette proposition nous intéresse, voilà ce qu'on peut en dire ». Peut-être aller un peu plus loin, justement, sur la question de la maturité technologique de l'hydrolien. Où est-ce qu'on en est, précisément? À quel terme on peut envisager que ce soit mature, qu'on puisse le mettre en œuvre et tout ça. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc la plateforme numérique, c'est pareil. Là, vous allez sur le site du débat, donc débatpublic.lamerendébat.fr, je crois. Et vous avez tout de suite accès, avec la rubrique « Je participe », vous avez tout de suite accès à ça. Anthony, j'ai rien oublié? Parfait. Madame, oui, allez, dernière question pour madame. Stella Mar, vous êtes obligée parce que je les ai fait venir en tribune, déjà ça n'a pas été facile. Donc il faut absolument qu'ils parlent. Bonjour. Alors je m'appelle Jeanne. Après ce brillant plaidoyer en faveur de l'éolienne, moi je ne suis pas convaincue et je souhaite qu'à l'avenir on trouvera d'autres moyens sans dénaturer nos mers, nos océans et nos belles campagnes françaises. C'est mon souhait le plus cher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette intervention. Je vais avoir du mal à faire réagir Stella Mar sur ce que vous venez de dire. Ah, une question pour ça. Allez, ici. Est-ce qu'on peut avoir le micro devant, s'il vous plaît? Prenez le micro là. Non, c'est pas grave. Non, pas sur l'éolien. J'ai une question donc, pour vous, monsieur Rinaldi Dovio. Je voulais avoir votre avis sur justement cet hydrolien et les impacts que ça pourrait avoir sur les espèces marines. Bon courage. Apparemment, on n'est pas arrivé à maturité. Donc, je sais pas. C'est un peu comme les centrales, je dirais, hydrologiques que vous avez dans le milieu, enfin, sur les cours d'eau. Il y a des façons de réguler, j'imagine, l'impact sur les poissons d'eau douce ou autres. Là, je ne peux pas vous donner un avis là-dessus. Hein. Ça va être compliqué. Mais à mon avis, je pense qu'il va falloir trouver le juste équilibre entre la production d'énergie et la conservation de la biodiversité sur le système. C'est compliqué. Après, comme il a dit, il y a beaucoup d'autorisations à obtenir. Quand je vois le nombre d'autorisations qu'on est obligé de faire, nous, ne serait-ce que pour implanter des récifs artificiels pour protéger nos espèces ou avoir des autorisations de prélèvement d'espèces pour pouvoir les reproduire et les sauvegarder. Et je peux vous dire, le combat, il va être assez long. Donc après, je ne vais pas me porter sur l'éolien, on ne va pas s'en sortir aussi. Après, j'ai peut-être une question, puisque bon, là, on est vraiment dans le bassin méditerranéen. Il y a une PPE en Corse. Pardon, excusez-moi, il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été renouvelée 2 fois. Je ne me rappelle pas avoir vu l'éolien marin. Donc voilà, j'imagine qu'on est à milieu en Corse du bas. On se pose plutôt sur, je dirais, les centrales hydroélectriques avec notamment la prise en compte du classement des cours d'eau en Corse qui est assez prégnante et qui protège plus la biodiversité qu'ailleurs. Mais après, je veux dire, il y a un juste équilibre à trouver, ça va être compliqué. Maintenant, si vous voulez me parler d'autre chose que d'éolien, je veux bien. Moi, j'ai une question pour Stella Mar, du coup. Oui, Marie, pardon.
J'ai plusieurs questions même. Sur quels critères se fait le choix des espèces qui vont être mises en reproduction? Et aussi, quels sont les suivis à l'échelle de l'écosystème quand vous faites des réintroductions en milieu naturel, sur le milieu marin, que vous faites? Voilà. Oui, vous m'entendez. Donc Alexandre V, là, qui travaille à Stellamar, qui peut vous donner quelques infos sur le sujet. Alors le choix des espèces, il répond à plusieurs objectifs. Le point de départ, c'est que la plateforme, elle a été créée pour faire du transfert et pour répondre à des problématiques de la société au niveau régional principalement, et donc pour mettre en place des solutions sur la gestion halieutique. C'est un peu la première idée. Hein. Après, à l'échelle plus large, on travaille sur le milieu littoral, sur la biodiversité, sur le transfert de technologies, mais il y avait quand même ce point de départ. Donc, une première orientation, ça a été de prendre en compte les demandes des professionnels de la mer au niveau régional, donc pêcheurs, aquaculteurs, ostréiculteurs aussi, et gestionnaires de l'environnement. Et c'est sur cette base-là, cette première concertation, qu'il y a eu un choix d'espèces. Maintenant, c'est un choix qui, dans le temps, évolue. Hein. Il y a des espèces sur lesquelles, entre guillemets, on a fini notre travail. Hein. On est à peu près au bout de ce qu'on peut imaginer faire comme recherche avec. Donc, il y a de nouvelles espèces qui vont arriver et qui répondent un petit peu à des critères. On pourrait avoir 3 catégories, je dirais, en faisant schématique. On peut avoir un intérêt plutôt économique, hein, comme on peut l'avoir sur des espèces qui sont exploitées, un intérêt très écologique, hein, comme on l'a sur certaines espèces qui ont une vraie vocation à être préservées en tant que telles, hein, juste pour de la biodiversité, ou quelque chose qui répond à d'autres enjeux, c'est-à-dire soit sur de l'habitat, enfin quelque chose de plus croisé, je dirais, hein, un peu intermédiaire, avec un intérêt, je dirais, un petit peu plus large ou de l'économie ou de l'écologie pure, qui peut répondre à une gestion de l'environnement au sens premier, quoi. En termes de suivi, c'est assez complexe. Alors déjà, le retour dans le milieu, il faut savoir que c'est quelque chose qui, pour l'instant, à notre niveau, est assez expérimental. Hein. On le fait sur quelques espèces où on est suffisamment à maturité. Le milieu, suivre dans le milieu marin des espèces qu'on remet, c'est complexe. C'est coûteux et souvent on n'a pas forcément, là encore, les bonnes technologies ou les bons outils pour être aussi efficace qu'on le souhaiterait. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Nous, on est encore dans des versions expérimentales, mais on déploie en général du suivi le plus long possible à l'échelle de nos moyens humains et financiers. Mais en général, on choisit un site sur lequel on va prolonger un suivi très long pour les espèces qui pourront être supposément impactantes pour le milieu. Il y a un suivi du milieu dans lequel on le remet également. Donc voilà, on essaie d'obtenir justement toutes les infos en prenant un panel assez large pour garantir que ce que l'on fait se passe bien, a un intérêt et n'est pas problématique pour le milieu. Merci beaucoup. Oui, ça marche. S'il n'y a pas d'autres questions, on a un peu dépassé notre horaire, mais je vous remercie beaucoup pour la richesse de nos échanges. Je voulais remercier encore Stellamar pour l'accueil, au revoir madame, et pour toute la facilitation de la visite. Remercier Anthony Autier, je ne l'ai pas présenté, qui est mon collègue, membre de la commission du débat public. Notre membre aussi qui est corse, résident en Corse, et qui a beaucoup œuvré pour tout ce qui se passe là sur Bastia. Donc merci encore, et on vous donne rendez-vous demain matin au cinéma, demain après-midi en ville, pour le débat un peu plus approfondi sur les différentes thématiques. Merci.